est-ce qu'au final, il vaut pas mieux avoir une licence ou un master de droit et donc être calé sur un sujet particulier qui concerne les RH et se développer sur tout le reste en continu, plutôt que d'avoir une potentielle formation théorique de base qui est censée tout te donner, qui te donne rien aujourd'hui? En vrai, d'abord, réfléchir par parcours n'est pas une bonne méthode de recrutement. Quand tu recrutes efficacement, tu dois pas recruter sur le diplôme et sur les compétences, tu dois recruter sur ce que la personne fait en entretien. Et donc, j'ai presque envie de dire, c'est obsolète. Et tu devrais même faire attention. En fait, tu t'en fiches que la personne ait fait un master RH, ait fait du droit avant, ait fait de la psycho, sauf si tu as un besoin précis. Genre, l'autre jour, quand j'étais en formation chez la RATP, ils avaient besoin de quelqu'un qui soit expert en évaluation de candidats. Et donc, ils ont recruté quelqu'un qui a fait de la psychologie sociale. Et qui du coup fait de l'assessment. Là, ça fait sens, tu vois. Et qui a des meilleures compétences en évaluation que n'importe quel RH pourra faire un master RH. Bonjour à toutes et à tous. Alors, merci d'être présents pour ce nouvel épisode du podcast du Barbu qui parle RH. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est au cœur des problématiques RH. On va parler de la formation des RH. Est-ce que la formation des RH est juste une vaste blague ou est-ce que la formation est tout à changer? Est-ce que finalement, il y a des choses qui sont bien à garder ou pas? Et pour parler de ce sujet que je trouve hyper important et présent et tu vois, je me suis planté. Et tu sais pourquoi je me suis planté? Parce que j'avais un chat dans la gorge depuis le début, depuis que j'ai commencé. Aïe. Ça me gênait. Il est parti? Ouais. Miaou. Bonjour à toutes et à tous. Alors, merci d'être présents pour ce nouvel épisode du podcast du Barbu qui parle RH. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur réellement. On va parler de la formation des RH et de savoir si cette formation est une vaste blague. Pourquoi j'ai voulu parler de ce sujet? Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de RH qui ne cessent de se former sur des sujets, sur des compétences qui devraient être acquises depuis le début. Et je trouve ça assez choquant. Du coup, je me pose énormément de questions sur la formation initiale et sur la formation que ces RH ont eue avant de prendre leur poste. Et donc, pour parler de ce sujet aujourd'hui, j'ai l'immense honneur et plaisir d'accueillir Léo Bernard. Salut Léo, comment ça va? Eh ben, ça va super. Et toi, Nico? Écoute, ça va plutôt bien. Je pense que tu es plutôt bien placé pour parler du sujet parce que je crois que tu fais un peu de formation. Mais avant d'en dire plus, je vais te laisser te présenter en quelques mots. Avant même, tu vois, de faire la formation aujourd'hui, moi, j'ai un pur produit RH. J'ai fait une formation RH, j'ai fait un master RH, j'ai même fait les deux. J'ai fait un M1, mais je détaillerai ça après, mais dans une école et un M2 dans une autre. Donc, j'ai fait deux styles d'apprentissage. Puis, du coup, j'ai évolué en tant que RH. Donc, j'ai côtoyé et recruté plein de RH à mes côtés. Et aujourd'hui, j'en forme. Donc, en effet, c'est un peu l'histoire de ma vie, tu vois. Ce que tu racontes là, c'est genre, j'ai été formé en tant que RH, j'ai formé et recruté des RH. Aujourd'hui, genre, je m'occupe d'eux d'une autre manière, en formation plutôt continue. Donc, hâte de parler de ça et hâte de bien taper dans ça. Et oui, du coup, ta question initiale, c'est de me présenter. Moi, ça fait 10 ans que je suis dans le monde du recrutement et des RH. J'ai bossé dans des startups, dans des grands groupes, dans des PME, dans de l'ESN, en France, à l'étranger. J'ai bossé au Vietnam, à Barcelone, un truc assez marrant, tu vois, dans ma vie pro. Avant, il y a 4 ans, de tomber amoureux professionnellement et de rencontrer Élise Moron, qui est du coup mon associée aujourd'hui, mon âme sœur pro avec laquelle, aujourd'hui, on a une seule mission, c'est d'éradiquer les mauvaises pratiques, d'équiper les RH, les managers, les recruteurs et les recruteuses avec les bonnes méthodos, les bons frameworks, les bonnes choses à faire pour être du coup formé à bien recruter. On fait ça depuis 4 ans, une centaine de clients différents avec Blendy. Et en parallèle, j'ai aussi un podcast qui est bien moins bien que le tien, qui s'appelle du coup Tam Tam. J'adore ce type. Vraiment, j'adore ce garçon. Il est extraordinaire. T'es tellement humble. On mettra d'ailleurs tout ça en commentaire pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, malheureusement, et qui perdent beaucoup de choses parce qu'il est très intéressant. Tout le monde connaît. Exactement, tout le monde te connaît. Alors, le côté formation nulle aujourd'hui, soyons honnêtes, même si elle peut être transformée par l'IA, ça va prendre du temps, ça va prendre de la restructuration, ça doit prendre de la prise de conscience des formateurs, des écoles, ça doit prendre, voilà, tout ça. Si on fait le point aujourd'hui sur l'état actuel des choses, comment les entreprises font et comment les RH peuvent faire pour pouvoir combler justement ce trou de formation initiale? Je te tends une perche parce que c'est aussi ton job au quotidien, mais aujourd'hui, est-ce qu'au final, les entreprises ne sont pas obligées et les RH ne sont pas obligés de passer par là? Ça, c'est la première question. Et je vais t'en faire une deuxième parce que c'est ma spécialité aujourd'hui. J'arrête pas de poser 2 questions. Les doubles questions. C'est la double question qui, normalement, n'est absolument pas bonne pour du podcast, mais bon, c'est pas grave, je vais quand même te la poser. Et la double question, c'est je ne l'ai plus, donc je te pose juste la première.
première question, qui du coup était Aujourd'hui, est-ce que les entreprises, en fait, est-ce que les RH oui, ne comment peuvent pas, s'adapter. comment ils peuvent s'adapter à ce manque de formation initiale, en fait? Ouais. Avant de te répondre, c'est marrant, il y a une semaine, j'étais à un truc qui s'appelle True Geneva. Donc, c'est un rassemblement de recruteurs et de recruteuses à Genève, vu que moi, je viens en Savoie, à côté de la Suisse. Et en gros, c'était une sorte de conférence interactive avec des nuages de points où les gens répondaient, etc. Et à la question qui était, dans 5 ans, quel sera votre plus grand défi, tu avais 50% de la salle qui a répondu formé à l'IA. 50% de la salle sur 200 personnes. Et la question suivante, c'était, et aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites pour remédier à ce défi-là? Et là, il n'y avait plus personne. Et donc, en fait, je pense qu'on est dans une sorte de stade. Je pense qu'on réenregistre dans 3 ans. Je serais trop curieux de voir ce qui a changé. Les gens commencent à avoir conscience qu'il faut le faire, mais beaucoup ne savent pas comment le faire. C'est normal, parce que, admettons, tu as une boîte. Tiens, on a comme client la RATP. Va faire monter en compétence tous les RH de la RATP. T'imagines le chantier que c'est. Et c'est super compliqué à faire. Et donc, on demande de faire ça à des gens qui n'ont pas le temps souvent et pas les compétences, des fois, de former aussi en interne. C'est un vrai job de former. Tu vois, nous, quand on compare avec Elise, nos premières formations il y a 4 ans et aujourd'hui, on a beaucoup progressé dans la pédagogie parce que c'est un vrai boulot. Et donc, c'est des chantiers qui sont titanesques. Et aujourd'hui, il y a pas beaucoup d'acteurs qui sont dessus. Tu vois, nous, on commence à se mettre sur ça et donc on aide des boîtes à passer de mon Dieu, j'ai peur de l'IA, elle va me manger notre job, jusqu'à je maîtrise tout et tous mes salariés sont aujourd'hui devenus employables, en tout cas survivent à l'ère de l'IA qui va voler des jobs aux gens qui ne passeront pas à l'IA. Et donc je pense que c'est déjà réaliser que c'est un vrai besoin et que malheureusement, enfin tu vois, moi je suis pas un... J'aimerais bien que le monde n'ait pas connu l'IA. Genre, c'est pas très enfin, c'est pas Non, non, bien je vu de dire ça conçois, je aujourd'hui, conçois. mais j'aurais préféré un monde, je pense qu'il est assez complexe aujourd'hui pour mettre de l'IA partout, qui va voler le job de beaucoup de créa, qui va forcer le monde du travail à se réinventer à 100%. J'aurais aimé que ce monde-là existe, mais il n'existe pas. Aujourd'hui, l'IA est arrivée. Toutes les boîtes aujourd'hui, les VC, les fonds d'investissement, n'investissent que dans des projets IA. D'ailleurs, on a oublié au passage le changement climatique, tu vois, par exemple, genre, hop, c'est pas grave, ça ramène pas de l'argent. Et donc, on est en mode full IA. Et donc, comme c'est la réalité du monde du travail, c'est soit du coup tu t'y adaptes, soit du coup tu refuses et tu restes un peu en mode Gaulois, c'est Astérix dans ton coin, en mode je veux pas voir, je résiste à l'envahisseur. Et donc, les RH n'auront pas le choix que de former du coup tous leurs collègues à ça, parce que sinon, ils seront plus employables et demain, leur compétitivité va baisser. Or, ce qui compte pour une boîte dans un modèle capitalisme, c'est que ta compétitivité par salarié, elle soit efficace. Mon salarié, je le paye tant, il me rapporte plus. Et donc, si tu te rends compte que tu peux, du coup, via de l'IA, avoir un salarié qui te ramène moins d'argent parce qu'il est moins compétitif, bah, du coup, tu vas te dire, bah non, je vais le former parce que du coup, il me rapportera plus d'argent. Et c'est assez binaire, tu vois, comme méthode. Et donc, les RH n'auront pas de choix. C'est de former tout le monde à l'IA sur les métiers sur lesquels c'est important. Genre, tu vois, je t'en prends la RATP, former à l'IA un chauffeur de bus, il n'y a pas trop d'intérêt parce que son métier il changera pas par rapport à l'IA. Même si demain, tu pourrais imaginer des lunettes augmentées ou j'en sais rien, et voit en direct le trafic dans Paris, ce serait marrant. Par contre, un métier de recruteur ou de RH ou c'est un métier de process où du coup c'est facilement remplaçable par de l'IA, là du coup il faut acculturer les gens. Numéro 1, leur faire comprendre qu'il faut qu'ils évoluent. Numéro 3, leur donner les compétences. Et numéro 4, les ancrer dans la pratique. Souvent, c'est ce qui manque. Tu vois, notre frustration, des fois, c'est qu'on va former des équipes et des fois, l'équipe n'a pas forcément le temps de mettre en place. Et donc, nous, il faut qu'on pousse pour que ça se fasse. Ça se fait, ça prend du temps, ça prend des fois des mois, voire des fois des années. Mais ce qui compte, c'est que dans ton quotidien, tu mettes en place de nouvelles compétences. Et donc là, on s'en éloigne parce que le problème, c'est que les boîtes, souvent, n'ont pas forcément conscientisé ça. Et il faut y aller, je pense, assez vite et dès aujourd'hui. Tu parles de l'IA, mais toi, dans tous les RH que tu as rencontrés, est-ce qu'aujourd'hui, c'est vraiment, enfin, ça me semble indispensable que les RH se forment de manière continue, non seulement parce que leur métier évolue, mais en plus parce qu'ils ont ce manque de compétences. Est-ce qu'ils ont aujourd'hui la main pour pouvoir le faire? Est-ce qu'il y a une offre qui est suffisamment importante? Est-ce que les entreprises leur laissent le choix? Parce qu'on parle souvent des RH qui doivent mettre en place de la GPEC, ancienne GPEC, mais GEPP, Que tu connais développement des développements des compétences et compagnie. Mais eux, est-ce qu'ils sont pas un peu éloignés? Alors que pourtant, est-ce que c'est pas les premiers qui devraient se former? Est-ce que quel est l'état aujourd'hui des choses? Puisque vous en voyez énormément et que vous les formez, c'est quoi l'état aujourd'hui des choses sur justement ce niveau RH? Tu as mis le doigt sur le paradoxe le plus dingue. Tu sais, j'en parle, c'est quoi l'expression, les coordonnées sont les plus mal chaussées. Il n'y a pas de RH des RH. Moi, c'est un truc qui me choquait quand j'étais RH, c'est que quand tu es RH et que tu as un problème, ton RH, en fait, il n'est pas neutre parce que c'est ton manager. Et donc, je sais pas, demain, tu es directrice financière, du coup, tu as une RH qui n'est pas ta manager direct, et donc, du coup, tu peux lui faire confiance, elle peut t'aider à monter en compétence, à résoudre tes conflits internes, etc., etc. Mais quand tu es RH, ton RH, c'est à la fois ton RH et ton boss. Et donc, c'est super compliqué. Et il y a que quelques boîtes, typiquement, j'ai bossé chez L'Oréal, où il y avait une équipe chez L'Oréal qui sont les HR for HR. Donc, c'est les RH des RH qui ont pour seul rôle d'aider les
RH à faire leur boulot comme il faut. Et ça, du coup, c'est trop bien. Mmh. Mais tout le monde n'est pas L'Oréal, tout le monde n'a pas ce budget-là de payer une équipe. Je crois qu'ils sont une dizaine de personnes. Enfin, en tout cas, à l'époque, il y a 10 ans, c'était une dizaine de personnes. C'est trop bien. Et donc, en fait, il faudrait des gens qui aident les RH à faire tout ça parce qu'ils sont pas soutenus, ils n'ont pas le budget, ils n'ont pas le temps. Et souvent, les budgets formation, en tant que RH, quand tu es chargé de formation ou responsable de formation, tu vas servir toutes les équipes. Et s'il reste du budget, tu formes les RH. Nous, tu vois, souvent, quand on forme des boîtes avec Blendy, on a beaucoup de gens, malheureusement, c'est du fond de tiroir. Ou alors, c'est pas de la formation. C'est des budgets autres qu'ils vont prendre pour se former parce que du coup, ils n'arrivent pas à faire passer en formation parce qu'ils ont plus d'argent en global. Et parce que souvent, quand tu fais des RH, c'est quelqu'un d'humain et de gentil et d'empathique. Et donc, tu vas préférer former tes collègues que de te former toi. Et c'est triste, tu vois. Et donc, je pense qu'on est en effet à un moment où il faut que les RH se disent, tu sais quoi, ça fait depuis genre 10 ans que je forme mes collègues. Moi, je me forme pas. Vas-y, je prends une formation pour moi, je m'acculture à l'IA, je m'acculture à la gestion de projet et genre, je fais bouger les choses en interne. Mais ça, souvent, on n'a pas le temps de le faire parce qu'on est pris par l'urgence. Beaucoup de RH sont en burn-out. Beaucoup aussi de RH aujourd'hui se font licencier, enfin, notamment côté recrutement. Enfin, tu vois, genre, c'est très dur. Hein. On est dans une crise. On enregistre, on est fin 2025. C'est une année qui est dure pour toutes les boîtes aujourd'hui, toute l'industrie confondue. Et beaucoup de gens virent leur RH. Et du coup, c'est compliqué. Donc, je pense qu'il y a plein de constats qui sont durs. Et par rapport à ça, c'est qu'est-ce que je fais? Est-ce que justement, je me dis, bah, c'est dur et tant pis, j'abandonne? Ou est-ce que justement je me bats, je cherche du budget et je montre l'intérêt et le ROI de faire ça? C'est sur ça qui manque. Et aujourd'hui, est-ce que tu penses que, parce qu'on voit pléthore de formations, est-ce que tu penses que les RH ont suffisamment de formation sur comment dire, dans l'écosystème pour pouvoir vraiment monter en compétences? Est-ce que tu penses que justement, si jamais ils se battent, ils peuvent arriver à leur fin? Qu'est-ce que tu penses de l'offre aujourd'hui de formation au-delà de la formation initiale? Bah, c'est un truc assez récent parce que du coup, tu vois, déjà, le métier de RH, il est professionnalisé que depuis quelques années. Enfin, en tout cas, il est vraiment reconnu comme professionnalisé. Parce que ça fait depuis des années que les RH se battent, qu'on est au front de tout ce qui se passe côté entreprise. Même pareil, je te disais, sur dans le plat des RH, aujourd'hui, tu as le RSE, par exemple, genre qu'on met dedans. Ce qui est complètement Ça dingue. fait aucun sens. Genre, Aucun pourquoi est-ce que ce serait le RH qui prendrait ça? D'accord. Genre, tiens, personne. Ah, le séminaire aussi. Tiens, Julie, fais le séminaire. Je te jure. En fait, on prend ce que personne d'autre ne veut prendre. Avec en plus des nécessités de compétences de ouf, de connaissances sur des Après, sujets t'as de la beaucoup de et tout. Ah, mais on est tu vois, genre, je pense que quand t'es RH, tu peux devenir après entrepreneur parce que du coup, tu sais tout faire, par définition. Même acheter des fournitures pour les toilettes et le papeterie parce que les gens ont oublié d'acheter des stylos. Enfin bref, tu sais tout faire. Et ça, c'est trop bien pour le coup. C'est valorisable quand tu changes de job. D'ailleurs, tu pourrais dire que les RH ont tout intérêt à faire autre chose que des RH après parce qu'ils ont appris des compétences transférables de malade. Et du coup, j'ai parlé de ta question qui était, si je sais, l'état des lieux des formations RH. Il y a un peu de tout. Et souvent, c'est dur de savoir en fait ce qui est fiable ou ce qui l'est pas, parce que ça part des fois dans tous les sens. Malheureusement, avec les formations en ligne, des fois, tu as un peu de tout et tu sais pas en fait ce qui est bien et ce qui est pas bien. Il n'y a pas des fois assez d'avis pour dire ce qui est juste, en gros, 3-4 vidéos par-ci par-là, ou ce qui est vraiment de la transformation. Et d'ailleurs, tu vois, moi je pense que dans 3-4 ans, si on enregistre un épisode, on parlera plus de formation, mais tout le monde fera de la transformation. Parce que la formation toute seule, que tu t'imagines en mode je vais dans une salle, j'attends quelqu'un qui me déroule ses prêts et je passe à autre chose, et j'ai oublié une semaine après, c'est pas dingue. Et donc, ce qui marche, c'est de transformer les pratiques des gens et de dire derrière, est-ce qu'il y a 6 mois à 1 an, il y a un ROI derrière? Parce que sinon, c'est juste une perte d'argent, la formation. Et nous, de plus en plus, c'est ce qu'on propose à nos clients, c'est d'aller plus loin que juste des journées en présentiel qui sont personnalisées, mais c'est viens, on t'accompagne, on te coach jusqu'à ce que tu aies des ROI derrière. Et on te lâche pas tant que le ROI, il est pas là. Et donc, pour répondre à ta question, c'est dur. Il y a des trucs en droit social qui se lancent. Tu as des gens qui sont des stars sur LinkedIn aujourd'hui qui forment en droit social et ça marche très bien. En recrutement, on n'est malheureusement pas encore assez d'acteurs. Enfin, tu vois, je pense qu'on pourrait être encore plus. Nous, tu vois, genre sur ce qu'on fait, formation généraliste, il y a LEDR et nous chez Blendy, donc on est 2 acteurs à faire ça principalement. Mais tu vois, genre, je pense que c'est difficile. Il n'y a pas encore d'offres dédiées vraiment au RH, en tout cas pas assez, je trouve, sur la formation présentielle, personnalisée, avec du coaching derrière. Genre, tu vois, j'aimerais trop qu'on ait l'équivalent de ce qu'on fait nous côté RH. Hors recrutement, je parle. Est-ce que tu penses que ça se développe? Est-ce que tu sais pas du tout pas assez. aujourd'hui? T'as beaucoup de choses, t'as des collectifs qui existent de freelance par exemple, tu vois, qui font un truc custom, et c'est très bien parce que l'avenir pour moi de la formation, c'est du personnalisé. C'est fini l'heure où tu payes genre X euros, t'as une formation qui est telle quelle, qui est clé en main, mais au final pas vraiment parce que c'est des trucs qui sont pas liés à ton domaine. Enfin, tu vois, nous, ce qu'on nous demande aujourd'hui, c'est de faire que du personnalisé. Et d'ailleurs, on vend quasiment plus de prestations sans avoir avant fait un audit, une immersion en amont pour comprendre les enjeux des gens. Je vais te poser une question un petit peu, comment dire, enfin, pas cash, mais un petit peu, un petit peu typique. Aujourd'hui, est-ce que finalement, il ne faut pas mieux recruter des RH qui ne sont pas RH et qui ne sont pas issus des RH plutôt que de recruter des RH qui sont issus des RH? Ça paraît très bête, mais on parle de la formation initiale qui n'est pas forcément bonne.
On parle d'avoir une appétence particulière pour justement le changement, l'évolution, le côté contrainte, le côté être agile, être curieux pour pouvoir justement comment dire, Ouais. acquérir, enfin bon, s'outiller, pardon, d'outils comme l'IA ou quoi pour pouvoir avancer. On parle de formation externe, de formation continue pour pouvoir faire en sorte que les RH avancent. Est-ce qu'au final, il ne vaut pas mieux avoir une licence ou un master de droit et donc être calé sur un sujet particulier qui concerne les RH et se développer sur tout le reste en continu, plutôt que d'avoir une potentielle formation théorique de base qui est censée tout te donner et qui ne te donne rien aujourd'hui? Excellente question. Merci Vraiment. encore une fois. C'est gentil. Je dirais, ça dépend du type de profil que tu recrutes. Pour moi, dans toute entreprise, tu vas avoir des profils, tu as les généralistes, les spécialistes et les jokers, on va dire. Ton généraliste, bah, par exemple, tu es une PME, 50 personnes, tu auras juste qu'une personne qui fera les RH. Déjà, si tu as la chance d'avoir un ou une RH, c'est déjà pas mal, tu vois. Et donc, cette RH-là, c'est bien de l'avoir d'un master RH parce que, ou même d'une licence RH, voire d'un DUT GEA, enfin peu importe, tu vois, parce que la personne, elle voudra faire ça et elle aimera le côté global des RH et on lui demandera pas d'avoir un rôle de transformation hyper large parce que dans tous les cas, elle gérera tout dans l'entreprise à 100%. Et donc là, tu prends du généraliste. En entreprise, souvent dans des grosses boîtes, souvent on parle des HRBP, c'est les fameux RHBP, généralistes RH. Là, c'est pareil, tu peux prendre des gens qui viennent de master RH parce que ce que tu leur demandes, c'est tellement ingrat comme job parce que c'est super dur. Enfin, tu vois, pour arrêter HRBP, on demande beaucoup de choses tous les jours, du strat et du trade opérationnel. Tu passes d'aller faire une presse en codir au lendemain aller gérer, je sais pas, 10 conventions d'alternance avec des écoles. Donc c'est très un job d'équilibriste. Et ça, du coup, sur généraliste, tu peux prendre les deux. Après, tu as des jobs de spécialistes, mais ça, on peut les évacuer. Par exemple, bah, tu veux rechercher un juriste en droit social, tu vas pas prendre quelqu'un en master RH, tu prendras toi en droit social. Tu veux prendre quelqu'un, par exemple, qui va être sur du projet, bah là, typiquement, tu peux prendre tout n'importe quoi. Un master en école de commerce, ça marche. Et moi, quand je parle de joker, c'est par exemple, tu vois, genre en recrutement, moi, il y a une fonction que j'aime bien, et d'ailleurs, c'est un teasing, je ferai un hors-série en janvier-février sur TamTam sur le RecOps, qui est un terme dont tout le monde parle, mais on met plein de choses derrière. Bah, tu vois, aujourd'hui, un RecOps, c'est comme les profils SalesOps à l'époque, c'est des rôles où le seul but dans l'entreprise, c'est de transformer tes process. Et donc là, je préfère largement quelqu'un qui a fait de la gestion de projet derrière que quelqu'un qui a fait des RH. Parce qu'en RH, on n'apprend pas ça. On n'apprend pas, en fait, à avoir ce rôle de coordination et ce rôle global. Et donc, ces profils un peu de joker sur la gestion de projet très technique ou très dense, là, tu peux prendre tout ce que tu as envie. Il n'y a pas de limite. Et j'irai plus loin dans ta réponse, c'est que en vrai, d'abord, réfléchir par parcours n'est pas une bonne méthode de recrutement. Quand tu recrutes efficacement, tu ne dois pas recruter sur le diplôme et sur les compétences, tu dois recruter sur ce que la personne fait en entretien. Et donc, j'ai presque envie de dire, c'est obsolète. Et tu devrais même faire attention. En fait, tu t'en fiches que la personne ait fait un master RH, ait fait du droit avant, ait fait de la psycho, sauf si tu as un besoin précis. Genre l'autre jour, quand j'étais en formation chez la RATP, ils avaient besoin de quelqu'un qui soit expert en évaluation de candidats. Et donc, ils ont recruté quelqu'un qui a fait de la psychologie sociale. Et qui, du coup, a des assessments. Là, ça fait sens, tu vois. Et qui a des meilleures compétences en évaluation que n'importe quel RH qui aura fait un master RH. Donc, en fait, c'est cohérent. Mais tu vois, t'es trop gentil avec les écoles. Je pensais que t'allais être plus dur avec elles que ça. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Je vois que Léo Bernard s'est adouci. Bah, il y a un besoin pour de la PME, tu vois. Non, mais tu vois, mais je me Pour pose du généraliste RH, mais c'est ouais, mais je me pose la question parce que les généralistes RH aujourd'hui, ils ont besoin de tout faire, mais ils apprennent rien. Je suis désolé, je reviens dessus. Ils apprennent rien. Ils arrivent en entreprise. Moi, je suis choqué de voir des RH qui arrivent en entreprise qui ne savent pas recruter, qui ne savent pas ci, ça, et qui du coup, alors encore une fois, pas tous, je mets pas toutes les écoles dans le même sac, mais il y en a beaucoup qui sont dans ce sens-là. Et encore une fois, qui arrivent et qui ont besoin d'échanger avec des RH sur la partie recrutement, qui ont besoin de se former avec Blendy, qui ont besoin de l'IA pour faire ci, qui ont besoin de ça. Écoute, pourquoi tu sors d'un master RH, quoi? J'ai envie de te dire, fais autre chose, justement. Viens avec une compétence annexe qui nous servira à un moment donné et puis arrive, quoi, tu vois. Et puis bosse, et puis forme-toi, et puis voilà. Bah, je vais même aller plus loin du coup que toi sur ça et renchérir, mais tu pourrais presque dire que faire un master, ça sert à rien. Mais potentiellement, oui. Moi, quand je vois le temps que j'ai perdu enfin, du coup, j'ai fait une année de césure et 2 M1, donc j'ai passé 7 ans à faire un M2. Genre, c'est pas du tout rentable de passer 7 ans à faire un Master 2. Et du coup, bah, typiquement, j'ai perdu beaucoup de temps. Là où j'ai appris le plus sur mes 7 ans, c'est mon année de césure. Parce que j'ai bossé pendant 1 an. Et donc, du coup, oui, tu pourrais presque te dire que les formations n'ont presque pas d'intérêt telles qu'elles sont aujourd'hui. Si elles ne se réinventent pas, tu peux dire que demain, les gens feront plus ça. Déjà, ils vont dire, genre, je vais attendre 5 ans avant d'être stable, d'avoir un CDI. Alors que tu peux très bien te dire que tu crées un produit IA avec aujourd'hui enfin, tu vois, tu fais du vibe coding et tu te crées ton propre prototype que tu balances et que tu vends. Tu as des gens aujourd'hui qui sont étudiants et qui vont lancer des boîtes, tu vois, et qui vont dire l'entrepreneuriat, c'est peut-être mieux que le salariat. Parce que du coup, en fait, on passe trop de temps, donc tu pourrais même les condenser.
ces parcours. Tu as d'autres pays, enfin tu vois, moi j'ai fait mon Erasmus en Angleterre, les masters c'est pas sur 5 ans, c'est sur 4 ans. Et peu de gens les font. D'abord ils font un bachelor sur 3 et après ils bossent. Et au bout de 5-10 ans, ils se disent tiens, je vais aller choper mon année en plus pour finir mon master. Bah là c'est hyper pertinent. Moi je trouve que ça n'a aucun sens que quelqu'un qui a 18 ans, tu l'utilises pas pour du concret, mais que tu le passes passer 5 ans dans une école où il va s'ennuyer sur la théorie et pas être concret. Donc j'irais presque plus loin que toi et plus que de pas prendre des gens en master RH, je prends pas de gens en master tout court. Prends des gens qui ont juste un bac et qui veulent bosser. Ça, c'est intéressant, tu vois. Et là, tu leur donnes une base concrète sur 2-3 sujets Tu concrets. formes-toi. Pendant 1 an ou 2 ans, à la limite, tu peux Oui. leur faire une Tu fais une école petite interne. construction. Ou même, tu fais pas forcément une école interne, parce que les petites boîtes pourront pas le faire, mais tu fais une construction. J'aime beaucoup le concept que tu donnes, qui est de dire, voilà, on va construire les gens peut-être sur 1 ou 2 ans, parce que quand tu sors du bac, tu es quand même encore un peu, Ouais. un peu pour beaucoup, t'as pas forcément la maturité nécessaire pour prendre des sujets aussi importants que ça. Je fais petit à Surtout si tu es sur une entreprise qui est de taille De fou. petite. Mais voilà, tu fais 2 ans, hop, tu te formes, tu vas te former après sur le tas, boum, tu avances sur les sujets, après tu reviens, ça j'aime bien ça. Ouais. Ça, c'est Et un peu ton- disruptif. Et tu Ça, pourrais, c'est tu vois, si intéressant. tu veux, dans ta formation, tu n'aurais pas. Enfin, j'ai des cours, par exemple, que j'ai utilisés en RH que j'ai jamais utilisé de ma vie. Par exemple, tu avais des trucs genre de management interculturel. Bah oui, mais dans ton quotidien, tu fais pas ça en fait. Enfin, Bien sûr. et c'est pas parce que tu es en face, genre un jour tu vas, j'en sais rien, tu vas bosser, tu as quelqu'un qui vient d'un pays aléatoire, tu vas pas être là genre, attends, si je me souviens bien de mes cours, si j'ai quelqu'un qui vient plutôt de tel endroit du monde, faut que je parle comme ça fait aucun sens. Et donc tu as beaucoup de choses qui sont très théoriques, et donc tu pourrais dire qu'un bon master RH aujourd'hui, tu vas avoir des experts juridiques, pendant 1 an, tu fais que du droit social, tu es expert juridique, tu as des experts en gestion de projet, tu as des techs, pendant 1 an, je sais pas, tu fais un partenariat avec le wagon, et tu vas apprendre pendant 1 an à coder, et donc tu as un RH multifacette qui sait faire du droit, qui sait gérer de l'IA, qui sait gérer de l'humain. Pendant 1 an, tu fais du coaching. Genre, tu vois, tu leur fais un diplôme de coach. Et donc, la personne, elle est experte dans toutes ses compétences en même temps. Et elle est incroyable. Et c'est un vrai couteau suisse parce que les RH de demain seront des couteaux suisses encore plus qu'aujourd'hui. Si, et seulement si, on leur donne le temps de le faire. On va aller dans la projection. On a vu, fait le point sur ce que sont les RH aujourd'hui, fait le point sur ce qu'est la formation initiale, fait le point un petit peu sur l'offre de formation continue, sur potentiellement l'intérêt des écoles ADAT, qui pour moi est relativement faible. Je dis bien ADAT, parce qu'elles peuvent Les écoles, c'est elles nul. peuvent se bouger, elles peuvent évoluer, tu vois. Si jamais tu avais soit un vœu, soit un souhait, soit une vision, une illumination sur ce que serait le RH dans 4 ans, je te dis ça pourquoi? Parce que tu parlais de 3-4 ans, on refera le même podcast. Si tu t'es planté, tu seras cloué au pilori. Si tu avais une vision de ce que serait la formation RH dans 3-4 ans, ce serait laquelle? À toi de choisir. Soit une vision, soit une volonté. J'ai un truc. À date, en gros, les RH, ils ont 3 rôles. Ils ont un rôle de bobo du quotidien de tous les collaborateurs et collaboratrices. Ils ont un rôle de gestion du changement, mais qu'ils n'ont pas le temps de faire. Et ils ont un rôle d'exécution de process. Et après, sur le tas, on leur demande de faire de l'humain. Avec autant qu'il leur reste, c'est genre, viens coacher, mais genre telle personne qui a subi un harcèlement au travail, vas-y, prends le temps de le faire. Sauf que non, parce qu'il y a d'autres prios à faire, et du coup, on gère pas ça. Et donc, je pense que pour moi, en fait, la fonction RH, elle va être éclatée. Mais genre, dans 4 ans, elle est éclatée dans tous les sens. Et tu vois, cette conférence, il y a une semaine, j'étais à True Geneva, le type disait, c'était intéressant que les 3 prochaines années vont être ressenties comme 10. À la météo vraie et ressentie. Et donc, c'est tellement dingue ce qu'on est en train de faire dans le monde du travail que 3 ans vont être 10. Et donc, je pense que dans 4 ans, comme tu dis, bah, du coup, on aura ressenti 10. Et donc, ces 4 fonctions, elles auront été séparées. La fonction process, elle sera 100% IAisée. Ça sert à rien, dans un monde où l'IA fait mieux que toi du process, de le faire à la main. Tu es d'accord avec moi? Complètement. Étape numéro 2, la fonction bobo du quotidien. Ça sert à rien de gérer des bobos du quotidien quand une IA pourrait prendre ta place. Sauf si c'est des bobos humains. Ouais, voilà. Mais un bobo, genre comment je prends mes congés, on s'en fout. Un bobo du style, je sais pas si je peux me former à telle ou telle chose, ça sert à rien. Et donc, les bobos non humains seront gérés par une IA et les bobos humains iront dans la casquette humain. Et ta dernière partie, c'est en gros la gestion de tes managers. Et je pense, et mon rêve là-dessus, c'est que dans 4 ans, tous les managers qui seront managers auront été formés au RH. En fait, je prends le truc à l'inverse. C'est que souvent, on a dit, c'est les RH qui gèrent ça. Mais en fait, on oublie souvent que le RH est juste une délégation managériale, un truc qu'ils n'ont pas le temps de faire. Parce que dans la vraie vie, un manager devrait recruter, être honneur du recrutement, devrait former, être dans la formation, devrait faire l'admin de ses propres équipes. J'exagère, tu vois, mais je vais très loin. Le manager devrait être en charge de ça. Et donc, en fait, on revaloriserait le rôle que personne ne veut faire aujourd'hui, qui est de manager intermédiaire, où aujourd'hui, tu galères à trouver des gens qui veulent faire ça parce qu'ils sont souvent mal payés pour ce qu'ils font, etc., etc. Et donc, cette partie-là, tu la délègues à des managers. Donc, en gros, si je te fais un récap, la partie process,
elle a disparu, c'est l'IA qui le fait. La partie managériale, c'est les managers qui le font. Et toi, en tant que RH, tu les coaches à le faire. Ouais, ok. La partie bobo du quotidien, non humain, c'est l'IA qui le fait toujours. Et humain, c'est toi qui reste. Donc, qu'est-ce qui reste? La casquette humaine. Qu'aujourd'hui, dans ressources, il y a humaine après. Et je me souviens que c'était ton cher CEO qui disait ça. Du coup, au Tam Tam Show, c'était genre, on est des ressources humaines. Genre, il y a humain dans le truc. Et donc, avec l'IA, je pense qu'on va permettre enfin à l'humain de sortir de cette carapace où on demandait au RH aujourd'hui de faire tout sauf de l'humain. Et donc, le RH aujourd'hui ne fera tout, fera tout sauf ce qui n'est pas humain. Et donc, il ne fera que de l'humain. On passe d'un RH qui fait pas d'humain parce qu'il n'a pas le temps de le faire. Et c'est pas parce qu'il a de mauvaise volonté, c'est parce qu'il n'a pas le temps de le faire, à une RH qui fera 100% de l'humain. Et son rôle, c'est un rôle de coaching qui sera incroyable. Et tu vois, pour boucler sur moi mon début de parcours, quand j'étais alternant chez L'Oréal, on me demandait de faire une chose, c'est de ne pas m'asseoir de la journée. Ma consigne, mon premier jour, on m'a dit, ton rôle en tant que RH, c'est de ne pas t'asseoir. Si tu t'assois, ta journée, c'est qu'il y a un problème. Tu t'assois à 18h et après, tu fais tes mails et tes trucs comme ça, admin, mais tu dois passer ta journée sur le terrain avec les gens. Et donc, j'ai appris, moi, c'était mon école là-dessus rêver d'un point de vue professionnel parce que je passais mon temps à balader. Et donc, mon job, c'était prendre des cafés avec des gens, aller voir si machin allait bien avec machine. Si le manager était content de son alternant que je vais recruter. Et donc, en fait, à la fin, je faisais que ça, je faisais que l'humain. Et dans une époque où il n'y avait pas d'IA pour le coup, tu vois. Et donc, par contre, à 18h, pendant 2 heures de ma journée, je me chopais l'admin, donc je rentrais chez moi tard parce que j'avais pas d'IA qui déléguait cette partie, entre guillemets, administrative. Et donc, du coup, je la vois bien, mais de la formation là-dedans des RH, tu la vois comment? Puisque tu auras des RH qui feront et de l'humain et du coaching de manager, donc tu la vois comment la formation? Bah, du coup, ton RH, il devra avoir ce triptyque de compétences, gérer de l'humain, gérer du changement, parce qu'il va arriver dans des contextes où tous les métiers vont être transformés par l'IA, et du coup, il va avoir un rôle de coach. Donc, c'était 3 rôles, c'est gérer de l'humain, gérer du coaching et gérer la transformation liée à de l'IA. Et par contre, derrière, la condition, c'est que les managers sont eux formés au RH pour être capables aussi de comprendre. Et tu vois, nous, aujourd'hui, 50% de notre temps, c'est de former non pas des RH et des recruteurs, mais des managers. 50% de notre business, c'est de former des managers. Parce que, en fait, les boîtes commencent à comprendre que le recrutement, c'est pas censé être les recruteurs qui le gèrent, mais les managers. C'est un manager qui décide d'un recrutement et c'est un manager qui, à la fin, close le process avec le candidat qui veut. Les recruteurs dans tout ça, ils font le parcours. Un changement global de typologie de formation dans les écoles RH qui pourrait être hyper intéressant. Ça serait ouf. Ouais, mais on en reparle. Et s'il y a une école qui veut me contacter pour relancer ce master nouveau, je prends direct. C'est mon rêve de former les étudiants aux compétences de demain. On en parle dans 3 ans. On en parle dans 3 ans? Chaud. Trop cool. Merci beaucoup, Léo, c'était cool. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi c'est cette caméra-là, d'avoir suivi ce podcast. J'espère que ça vous aura plu. On a un petit peu cassé du sucre sur le dos des écoles, mais bon, c'est pas grave, c'était pour leur bien. Ça les invite à aussi changer, à bouger. Si jamais vous avez des questions, Léo a dit, il était là, il est là pour vous aider, pour vous donner des idées avec grand plaisir. Pour toutes celles et ceux qui le connaissent pas, en tous les cas, je mettrai toutes les informations en description de l'épisode. N'hésitez pas à liker l'épisode, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur l'épisode parce qu'il était absolument génial. Léo a été génial, bien évidemment. N'hésitez pas à aller voir son profil, à aller se renseigner sur la formation qui peut être intéressante pour les RH et pour les recruteurs. Moi, j'espère que ça vous aura plu. En tous les cas, on se dit rendez-vous dans 3 ans parce que là, pour le coup, je pense que les changements vont être très rapides, comme tu l'as dit. 3 années vont en valoir 10 et je suis assez curieux de voir comment ça va avancer. Merci Léo. Merci à toi. Merci à toutes et à tous et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Félicitations, vous avez encore écouté un épisode du Barbu jusqu'au bout. Le Barbu vous donne des clés pour décortiquer le monde du RH d'aujourd'hui et de demain. C'est gratuit et surtout, c'est fait avec le cœur. Le meilleur moyen de vous aider, vous avez juste à mettre un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je compte sur vous et à très vite.